Microdoser des psychédéliques. Quels ont été les résultats de votre enquête sur le microdosage? La microdose est vraiment intéressante. Vous savez, à l'origine, mon intérêt principal était pour les fortes doses car je pense que le potentiel transformationnel des psychédéliques est vraiment ce qui m'attire. Mais en même temps, j'ai travaillé dans le domaine du cannabis pendant longtemps et je sais que le soulagement des symptômes et même des applications régulières peut également être très utile, même si les expériences sont peut-être moins profondes. Donc, vous savez, je pense que le fait de savoir que ces médicaments sont actifs, et nous parlerons simplement de la psilocybine, mais l'étude sur la microdose que nous avons réalisée comprenait des personnes utilisant différentes substances. La psilocybine était la plus courante, mais il y avait aussi du LSD et d'autres psychédéliques moins courants, il est donc important d'en être conscient. Nous savons que la psilocybine a une longue histoire d'utilisation, nous savons qu'elle est psychoactive à forte dose. Donc, cela semble presque évident de se demander ce qu'elle fait à de petites doses. De plus, nous constatons une montée en puissance des témoignages positifs sur la microdose, et nous aborderons également les effets placebo et d'attente dans un instant. Ce que j'ai appris, également grâce au cannabis médical, c'est de croire en les patients et de croire en ce que les gens disent. Ces substances sont différentes du parcours typique des médicaments pharmaceutiques, où un médicament est inventé en laboratoire, testé d'abord sur des animaux, puis testé avec un groupe placebo sur des humains qui n'y auraient pas accès autrement. Donc, parfois, je pense que c'est dommage que nous maintenions certaines de ces normes et de ces approches, car je ne pense tout simplement pas qu'elles soient efficaces ou optimales pour une substance largement disponible et régulièrement utilisée. Ensuite, la question devient comment en apprendre davantage sur ces substances, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont utilisées. Vous pouvez donc demander à ces personnes quelles ont été leurs expériences, et cela peut se faire de manière plus ou moins sophistiquée. Je pense que nos enquêtes vont au-delà des questions rudimentaires pour essayer de saisir les nuances de la manière dont les gens les utilisent, pourquoi ils pensent que cela fonctionne, et quels pourraient être d'autres facteurs en jeu. Je pense que nos enquêtes sont plutôt sophistiquées, mais ce sont des enquêtes, elles testent l'expérience subjective des personnes, et l'expérience subjective peut être due à de nombreuses choses. L'une des préoccupations exprimées à propos de la microdose, et je ne peux pas la réfuter, c'est que les personnes pensent simplement qu'elles vont mieux. On pourrait parler d'effet placebo, mais je ne pense pas que le terme effet placebo soit précis, même s'il est largement utilisé. L'effet placebo suggère que quelqu'un reçoit un placebo et pense qu'il reçoit une substance active, et donc l'effet est dû à sa mauvaise interprétation du fait qu'il reçoit une substance active. Dans nos études, les personnes savent ce qu'elles reçoivent, elles ne reçoivent pas un placebo, elles reçoivent ce qu'elles pensent recevoir, c'est-à-dire de petites doses de psilocybine. Elles ne savent pas exactement ce que c'est, car il est difficile de tester les constituants chimiques, nous n'avons pas cette information. Ce que nous avons, contrairement aux études contrôlées par placebo, ce sont de très grands nombres, et l'espoir est que la loi des grands nombres nous permette de dégager des schémas de réponse. Nous disposons également d'une conception longitudinale dans notre étude, l'étude microdose.me, qui, je crois, est la plus grande étude à ce jour sur la microdose. Nous avons publié 2 articles dans la revue scientifique Nature Scientific Report. Le premier compare les microdoseurs aux non-microdoseurs. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette étude, c'est que nous avions un grand nombre de participants non-microdoseurs qui étaient disposés à participer à l'enquête. Ce n'étaient pas seulement des microdoseurs, ce qui contribue à réfuter l'effet placebo. Nous ne nous contentons pas de demander aux gens comment ils se sentent, nous faisons passer les mêmes procédures et questionnaires aux 2 groupes, et ils ont probablement aussi envie de se sentir bien et de se présenter sous un jour positif, qu'ils microdosent ou non, puisqu'ils s'embêtent à participer à l'étude. Ils ne sont pas obligés de le faire.
Nous les comparons ensuite à leur état initial, puis nous les comparons un mois plus tard. L'un des avantages de cette conception longitudinale est que vous pouvez observer les effets des tests que nous effectuons. Il peut y avoir un effet d'entraînement où les personnes le font de manière répétée et cela peut entraîner une amélioration. Mais le groupe témoin, le groupe non microdoseur, a également répété les tests, donc il y a des contrôles procéduraux, même si les sujets n'étaient pas aveugles aux effets. Vous pourriez toujours dire que les personnes qui microdosent pensent qu'elles font quelque chose de miraculeux, et il y a certainement beaucoup d'engouement autour de la microdose, et les personnes qui le font s'investissent beaucoup pour le faire. Donc, si vous consacrez autant de temps et d'efforts à quelque chose, et que vous pensez que cela fonctionne, cela ne signifie pas que ce n'est pas efficace simplement parce que vous le pensez. Parfois, je pense que les choses vont trop loin, du genre oh, vous pensez que c'est efficace, donc ça ne l'est pas. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais il est tout à fait possible que certains effets soient dus à l'attente. Il peut y avoir un mélange d'un effet pharmacologiquement réel qui améliore l'humeur et l'anxiété, ce sont certains des principaux effets que nous avons observés, et cela peut interagir avec une attente positive. C'est ainsi que fonctionne souvent la vie, vous faites quelque chose que vous pensez améliorer votre hâte, et vous vous sentez bien parce que vous le faites, et vous vous sentez bien de le faire. Par exemple, si vous commencez à faire de l'exercice, vous pouvez avoir une meilleure humeur à cause de l'exercice, mais vous vous sentez également mieux parce que vous prenez des mesures actives pour améliorer votre santé. Cela ne signifie pas que les avantages sont uniquement dus à l'attente. Il peut y avoir un mélange d'un véritable effet pharmacologique qui améliore l'humeur et l'anxiété, et qui interagit avec une attente positive. C'est ainsi que fonctionne souvent la vie, vous faites quelque chose que vous pensez améliorer votre état, et vous vous sentez bien parce que vous le faites, et vous vous sentez bien de le faire. Ce n'est pas pour autant que les avantages sont uniquement dus à l'attente. Dans la science, il y a toujours cette tension entre le contrôle et la validité écologique. Plus vous contrôlez les choses, plus vous les amenez en laboratoire, plus vous pouvez dire que oui, cette personne est équivalente à bien des égards, et nous savons que le groupe qui a reçu la microdose a réagi différemment du groupe qui ne l'a pas reçue. Cela vous donne beaucoup de contrôle, mais cela n'est pas très écologiquement valide. Si vous deviez vous rendre dans un laboratoire et devoir prendre votre microdose ou faire toutes sortes de choses que les gens doivent faire pour participer à ce genre d'études, cela modifierait également votre humeur. Lorsque nous examinons de très petits effets, la plupart des effets de la microdose sont petits, ils ne sont pas négligeables, mais ils sont petits, de nombreuses choses peuvent les influencer. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un effet placebo, ce que je peux dire, c'est que sur les 1000 personnes environ de l'étude initiale, les microdoseurs ont déclaré en moyenne que leur humeur était meilleure que ceux qui n'avaient pas microdosé, et je pense que cela montre au moins qu'il n'y a rien qui diminue l'humeur ou qui lui est nuisible. Si les gens trouvent cela efficace, alors je suppose qu'ils ont la liberté d'expérimenter avec eux-mêmes, leur humeur et leur bien-être. S'ils constatent que cela les fait se sentir mieux, ils peuvent continuer à le faire, et s'ils ne constatent pas de bénéfices, alors peut-être qu'ils devraient arrêter. Mais si les gens veulent savoir ce que les autres disent et s'ils veulent connaître l'avis de 1000 autres personnes et pouvoir le lire de manière condensée, ils peuvent consulter nos recherches. Mais ce n'est pas un essai contrôlé par placebo. Certains essais contrôlés par placebo ont tenté de contrôler l'effet d'attente de la microdose, et ils l'ont fait de différentes manières, et c'est de là que viennent certaines critiques. Dans une étude assez connue, on a demandé aux gens s'ils s'attendaient à ce que la microdose soit efficace, puis ils ont contrôlé, par des moyens statistiques facilement disponibles, les effets de l'attente. Ils ont éliminé toute variation due à l'attente, et ensuite ils ont constaté que les deux groupes étaient similaires, ils ont constaté la même chose que nous, à savoir que les microdoseurs disaient aller mieux, mais une fois les effets de l'attente éliminés, les deux groupes se ressemblaient. On pourrait interpréter cela comme suggérant qu'il s'agit d'un effet d'attente. Cependant,
Cela pourrait aussi signifier que la microdose fonctionne différemment pour certaines personnes que pour d'autres, tout comme la plupart des autres médicaments. Cela pourrait être parce que les personnes n'étaient pas naïves dans cette étude, elles avaient déjà fait de la microdose dans le passé. Donc, lorsque les personnes disent s'attendre à ce que la microdose fonctionne, cela pourrait être parce que cela a fonctionné pour elles dans le passé, et donc cela a fonctionné à nouveau pour elles, et les personnes qui ne s'attendaient pas à ce que cela fonctionne ont peut-être essayé et cela n'a pas fonctionné pour elles dans le passé, donc cela n'a pas fonctionné pour elles à nouveau. Je ne pense pas que même ce type d'essai, où l'on élimine les effets de l'attente, signifie que l'effet de la microdose n'existe pas. Il y a une autre étude où les gens se sont aveuglés eux-mêmes, c'est une étude assez créative. C'était un protocole très complexe et plutôt ingénieux, je dirais, et donc, je pense que nous avons besoin de toutes ces différentes approches. Je ne dévalue pas ces recherches, mais je dis simplement que pour moi, elles ne sont pas plus convaincantes que les études qui montrent un effet, surtout celles qui impliquent un grand nombre de participants. Mais dans cette étude, presque tout le monde a deviné dans quelles conditions il se trouvait, et nous constatons cela dans la recherche sur les psychédéliques, presque tout le monde devine s'ils sont dans la condition active ou dans la condition placebo, il y a un grand nombre de devinettes correctes. Et pour quiconque a déjà eu une expérience avec un psychédélique, cela ne sera pas surprenant, que vous soyez dans la condition active ou la condition placebo. C'est une sorte de théâtre que nous faisons avec le placebo, qui est un peu absurde, car tout le monde va deviner correctement. C'est bien, mais est-ce vraiment un contrôle placebo comme cela se fait avec un médicament pour un trouble plus physique, où vous n'en avez aucune idée, sauf peut-être certains effets secondaires, mais pas aussi évident que ça, où je pense que nous essayons de faire entrer, vous savez, ce carré dans un trou rond, ou quelque chose comme ça, nous essayons de faire rentrer les psychédéliques dans ce paradigme de conception contrôlé par placebo, qui peut ne pas être une bonne adéquation. C'est la même chose pour le cannabis aussi, vous savez, on donne aux gens un cannabis de substitution ou du cannabis dont le THC a été retiré, et c'est censé être une condition placebo, et on leur demande de fumer du cannabis qui ne les rend pas stone, et cela est censé être acceptable. Est-ce vraiment plus réaliste comme façon de le tester? Je ne pense pas que nous devions. Je pense qu'il y a un argument convaincant en faveur de la conception contrôlée par placebo, mais je ne pense pas que ce soit la seule manière d'arriver à la vérité. Et cela sert principalement les groupes de recherche bien financés, qui sont généralement financés par des fonds privés, qui ont les moyens de réaliser ces grandes études, et si vous dites que c'est la seule façon de dire quelque chose avec une validité scientifique, vous avez besoin de plusieurs millions de dollars. Je comprends d'où viennent les gens, mais cela crée une barrière autour de qui peut dire quoi, et je ne suis pas sûr que cela favorise le meilleur dialogue. Et si nous regardons la crise des overdoses d'opioïdes et la prescription excessive d'opioïdes, tout cela est passé par des essais cliniques, et pourtant ils ont manqué quelque chose, donc peut-être que ce n'est pas aussi infaillible que nous le pensons. Doit-on envisager des études non contrôlées par placebo, ce que Atma a choisi de faire? Oui, je pense que nous devons remettre en question cela. Je veux dire, s'il y a une chose qui me semble encourageante dans ce mouvement, c'est que nous remettons en question beaucoup de choses concernant les soins de santé. Et je pense que ce qui est moins évident, c'est que nous devons également commencer à remettre en question certains paradigmes de la recherche et à voir à qui ils servent, ce qu'ils servent, s'ils placent les patients en premier. Comment pouvons-nous parvenir à la vérité ici avec ces substances, tout en tenant compte des risques et des avantages? Je pense qu'une des bonnes choses est que nous avons beaucoup de recherches sur les risques de la plupart de ces substances, même si une grande partie de ces recherches provient du marché illicite. Néanmoins, nous savons quels sont les risques et ils ne sont pas trop graves. Alors, combien de recherches devons-nous encore réaliser avant de commencer à déployer lentement ces médicaments de manière responsable et de surveiller de près les événements indésirables auxquels nous ne nous attendions pas? Nous devons avoir un regard critique sur les résultats positifs, mais ne pas attendre indéfiniment que quelqu'un développe un brevet ou réalise l'essai clinique ultime qui signifie que nous avons besoin de ce type de validation. À qui servent ces nouvelles thérapies? Je pense qu'il est bon que les gens fassent preuve de prudence et les examinent attentivement.
C'est un équilibre. J'espère qu'il y aura de l'énergie pour suivre certaines des études. J'ai vu qu'une nouvelle étude était en cours à Vancouver et elle est très intéressante. Je pense qu'elle est contrôlée par placebo. Je pense que vous avez plus de chances d'avoir un groupe placebo avec les microdoses qu'avec les fortes doses, c'est certain. Mais les gens sauront toujours dans quel groupe ils se trouvent. De plus, en plus des attentes positives, vous pourriez avoir des attentes négatives si vous découvrez que vous êtes dans le groupe placebo.